Salut à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et pour la simple et bonne raison qu'en fait, la troisième partie de la transcontinentale et ben, en fait, je sais toujours pas quoi raconter. J'avais essayé de faire une vidéo avec, Théo Daniel que j'avais rencontré sur Paris dans un bar, mais malheureusement, la qualité, du son était vraiment pas terrible. On n'entendait pas grand chose malheureusement. Heu, alors que pourtant, on avait quand même trouvé pas mal de choses intéressantes à raconter. Mais bon, je vais faire simple et parce que je pense aussi, il faut que j'enterre un peu la hache de guerre avec cette course, puisqu'elle s'est finie plus ou moins bien. Donc la dernière vidéo, j'avais terminé sur le fait où je quittais, je crois, le checkpoint 2 et je me mettais en route pour le checkpoint 3. Et ce qu'il fallait savoir, c'est qu'entre le checkpoint 2 et le checkpoint 3, il y a à peu près 1 500 kilomètres de plat. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est plutôt monotone. On roule, on rentre dans une routine dans cette situation-là. On se lève le matin, on monte sur le vélo, on roule, on fait des pauses et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un peu je dirais le challenge revienne. Bien que c'est quand même un challenge que de parcourir 350-400 kilomètres par jour. Et bah, c'est pendant cette période-là que j'ai commencé à croiser pas mal le chemin de Théo Daniel, puisqu'on passait tous les deux, on avait à peu près tous les deux le même plan, c'est-à-dire de passer du côté de Bratislava et d'attaquer les Alpes plein est. Et donc on a roulé pendant peut-être 2 ou 3 jours comme ça, sur du plat. Mais moi, c'est le point positif pour moi, c'est que ça me permettait un peu de récupérer, et d'aborder les Alpes, en ayant, une meilleure forme que, celle que j'avais, pendant le début de course. Donc on arrive dans les Alpes avec un long faux plat montant. C'est plutôt cool d'aborder comme ça, de manière tranquille, les Alpes. Comme ça, la difficulté vient, de manière progressive. On n'attaque pas directement une portion à 17%, ce genre de choses. Donc là, c'était vraiment un parcours qui était vraiment idéal. Ça me permettait de retourner un peu sur du terrain que je connaissais un peu. C'était plutôt cool, même si c'était, l'Autriche, qui est un pays que j'apprécie pas spécialement parce que j'ai l'impression de perdre mes repères là-bas. Et on a fini par, arriver, du côté du checkpoint 3 avec, Théo Daniel. Je crois j'arrive à peu près 20 minutes avant lui, au checkpoint 3. Ce qui m'avait permis, de discuter un peu avec les volontaires, qui sont avec les bénévoles qui sont sur le checkpoint 3. Et eux me posaient pas mal de questions: «Ouais, alors comment tu te sens? Comment tu vois tes adversaires?» et cetera. En l'occurrence, l'un de mes adversaires, c'était Mathieu Falconer, parce que c'est un ancien un peu comme moi, que je croise régulièrement. Donc les mecs, hein, voulaient me titiller un peu dessus et je me posais la question, moi, dans ma tête, Mathieu Falconer était à peu près, une demi-journée devant, donc on va dire, allez, 200 kilomètres devant. Et j'apprends qu'en fait, Mathieu Falconer, bah, n'a pas quitté le checkpoint 3, donc là où je suis, là où j'étais à ce moment-là. Et je me rends compte qu'en fait, bah, il est plutôt mal en point et je me dis: «Bon, bah, c'est plutôt cool que j'ai pu le rattraper». J'espère qu'il ira mieux et qu'il va pas se retrouver abandonné, parce que je crois qu'il avait un début de syndrome de Schirmer-Snake là. Et donc, je décide, et puis ça, c'est un truc qui m'énerve à chaque fois, c'est que à chaque fois que j'arrive à un checkpoint, donc en général ça se passe là où il y a un hôtel, à chaque fois cet hôtel-là est toujours plein à craquer, il y a jamais de place, donc voilà, ça m'arrive tout le temps. Donc obligé de tracer, prochaine ville, et cetera. Donc encore 10 bornes à rouler. Je me dis, là, il était, ouais, sur les coups de minuit, quelque chose comme ça. Et je me dis, bon, je suis vraiment claqué. Il faut vraiment que je fasse une pause. Et je finis par arriver dans la ville suivante. Et je dis, il y avait un hôtel qui était plutôt cher, si je la prenais tout seul. Donc, je propose à Théo, viens, on vient dans la ville suivante, on partage une chambre à deux. Et puis, comme ça, voilà, ça fait des frais, ça ferait des frais en moins. Et c'était plutôt cool. On était vraiment dans une chambre super cool. C'était un hôtel 4 étoiles, hein, je vous le cache pas. Et ça nous a permis vraiment de bien nous remettre. C'était vraiment dans le confort de la chambre a vraiment joué dans le fait ça nous redonne le moral, etc. Des bonnes douches, des lits, des couvertures, etc. C'était vraiment top. J'en avais un peu ras le cul de taper du bivy, etc. Et avec Théo, on discute, etc. Et je me souviens que Théo me disait que son objectif à lui, c'était le top 20. Et lui, il était méga en stress. Il fait, ouais, tout, tu penses que je pourrais être dans le top 20 et tout. Et je crois on était déjà dans le top 20, à moins d'un souci mécanique ou d'une fringale de l'espace ou un truc comme ça. Je lui dis, mais le top 20 est assuré, t'as pas à t'en faire.
Mais lui était quand même en panique, etc. C'était un peu marrant. Ça m'a rappelé un peu moi quand j'étais sur mes premières transcontinentales. Et je lui dis, bah, je lui explique, c'est un peu ce qui se passe un peu chaque année, c'est que tant que toi tu te sens bien, que tu roules bien, etc., que tu restes dans ton rythme, tant qu'il t'arrive pas de pépins mécaniques en tout cas, ton classement ne devrait en théorie que s'améliorer puisque c'est en général ce qui se passe plutôt, c'est que les gens poussent trop fort et se retrouvent à descendre dans le classement. Donc si toi tu as un rythme qui te convient, les autres craqueront à côté de toi et finiront par basculer derrière toi. T'as pas besoin d'accélérer ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça. Et puis au final, bah finalement Théo finit, je crois, septième, huitième, quelque chose comme ça. Ce qui fait que, alors qu'il n'a pas spécialement accéléré, enfin si on a un peu accéléré, et je vais en revenir. Donc voilà, le checkpoint 3, bon, rien de spécial à raconter. Si je me souviens, c'était le checkpoint qui était en Italie. Ah oui, si, il y avait quand même, il y avait encore une côte qui était là, c'était une côte à 25%. Le truc, c'était un escalier. Et au début, je me dis, allez, vas-y, Stéphane, on y va, on attaque le truc et tout, on se met en danseuse et tout, on claque les dents sur la cassette et tout. Et j'y vais et tout. Et au bout de 5 minutes, quand je vois que j'ai fait que 100 mètres, je fais, putain, mais c'est aberrant, c'est abusé. Et voilà, on se retrouve une nouvelle fois, pourtant c'est bitumé, on se retrouve une nouvelle fois à pousser le vélo, quoi. Et ça m'a énervé une fois de plus. J'étais encore en colère contre l'organisation et voilà, bon, il y a un moment, je me dis bon, bah, on y va. De toute façon, je pense que tout le monde à cet endroit-là quasiment tout le monde va marcher, à moins que les mecs qui ont des cassettes de 50 dents à l'arrière, etc. Bon, on y va, on marche, on arrête de s'énerver pour rien. On essaie de faire vite puisqu'il commence à y avoir un peu de pluie et compagnie. Donc voilà, on essaie de pas traîner. On fonce. On quitte je quitte le checkpoint 3, donc en même temps que Théo Daniel, puisqu'on était dans la même chambre d'hôtel, lui il part un peu avant moi. Moi, je suis toujours à la traîne le matin, etc. Et on finit par rouler et on attaque donc la Suisse. Et là, la Suisse, encore une fois, c'est une merveille à rouler. Je vous le recommande si vous aimez. Par contre, ça coûte cher, ça coûte une blinde. Les tarifs là-bas sont abusés. Mais voilà, la Suisse, c'est un magnifique pays à rouler. Je vous recommande. Théo et moi, donc on est passé donc du côté suisse. Il y avait la possibilité de passer vraiment côté plein sud, côté italien. Nous, on était passé côté ouest, côté suisse. Et il y avait donc le lac. Oh merde, j'ai oublié le nom. Le lac Constance, si je me trompe pas. On a roulé chacun de notre côté du lac, etc. C'était plutôt cool. Moi, j'ai traversé Lausanne, c'était plat, ça roulait. On a un petit vent derrière, donc ça permettait un peu d'avancer, etc. Sortir des Alpes, c'était un peu un soulagement. Et parce qu'en plus, il fallait le fait qu'il y ait du plat, ça me permettait un peu de se préparer un peu psychologiquement à la prochaine difficulté qui était Galibier, Alpe d'Huez. Oui, si je me trompe pas. Excusez-moi, mes souvenirs sont un peu vagues. Donc on se met en direction du checkpoint 4. Et là, il y a donc le checkpoint 4, encore un truc à monter. Mais bon, là, ça va, c'était plutôt cool. Si je me souviens bien, le premier, c'était le Galibier. Donc, on attaque le Galibier. Enfin, j'attaque, là, je suis seul, hein. J'attaque le Galibier, c'est plutôt cool, malgré que je me sens un peu oppressé, grosse falaise à gauche, à droite, je vois pas grand chose. En plus, je finis de grimper un peu de nuit, donc c'était pas ouf. Donc j'arrive en haut, je commence à avoir des saignements de nez et ça m'énerve parce que maintenant, depuis ma première transcontinentale, en fait, j'ai constamment des saignements de nez qui sont plus ou moins abondants, ce qui fait que et j'en parlerai dans une prochaine vidéo concernant l'Atlas Mountain Race puisque les saignements de nez m'auront causé un véritable problème. Donc Galibier, on plie ça, on enchaîne, etc. Et là, il y avait une partie de gravel, mais là cette fois-ci c'était pas trop méchant, c'était plutôt roulant, même avec le Venge là qui est derrière. Et je décide de dormir entre deux montagnes, au milieu d'un col. Il y avait je me souviens que pendant la montée, il y avait beaucoup d'hôtels, des magasins, etc. et tout. Et moi, je me dis, ouais, bon, ça va être cool. Quand je vais m'arrêter dans la vallée, je vais trouver quelque chose et ça va être simple pour aller dormir dans un hôtel, etc.
Et non, comme par hasard, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'à moi, probablement parce que je me prépare pas assez. C'est possible que j'ai pas assez préparé. Je pense qu'en fait c'est ça, c'est que j'ai pas assez préparé cette transcontinentale. C'est que voilà, je descends du Galibier dans l'espoir d'arriver dans la ville qui est le plus bas dans la vallée, en trouvant l'espoir de trouver des hôtels. Et malheureusement, il n'y a pas un hôtel de dispo, et ça pas un magasin, parce que je comptais également racheter un nouveau matelas gonflable parce que j'avais éclaté le mien. Donc je me suis dit, c'est la poisse, quoi. J'ai vraiment pas de chance, quoi. Il y avait un hôtel tous les 50 mètres, il y a même pas 10 bornes, et là maintenant que je suis redescendu dans la vallée, il y a plus rien, quoi. Là, j'étais en colère contre moi-même, je fais bon, vas-y, c'est bon, allez, encore une fois. Je dors dans la vallée, je bivie sans matelas, donc vraiment à même le sol dans mon bivy. C'est ça, j'ai pas passé une super nuit. Et je décide de repartir. Donc le lendemain matin, je repars. Et je consulte le tracker, je me demande vas-y où est Théo, et je vois que Théo est et au milieu enfin que le tracker de Théo est arrêté au milieu d'une descente. Je me dis c'est quand même bizarre de s'arrêter au milieu d'une descente. Et je commence un peu à m'inquiéter et tout. J'arrive au point où était le tracker de Théo, et je vois qu'en fait il y avait des toilettes publiques. Je me suis dit non, Théo il s'est arrêté dans les chiottes et tout. Possible, mais c'est en général c'est un bon plan. Ça avait l'air d'être des toilettes haut de gamme, hein, et j'ouvre les toilettes, j'appelle Théo, etc. Théo, t'es là, etc. Et pas un message et tout. En fait, son tracker avait perdu le signal à ce moment-là, donc moi, sur le coup, je m'étais un peu inquiété. J'avais un peu peur qu'il avait eu un accident parce que l'endroit où il s'était arrêté, c'était vraiment pas banal. Donc voilà, je fais bon, il est pas là, c'est déjà ça. On va continuer, et j'arrive à l'hôtel de Milan. Théo était déjà là puisqu'il a passé la nuit à cet endroit-là, et franchement c'était le pur plan qu'il fallait faire, c'était continuer, pousser jusqu'au bout, jusqu'à l'hôtel de Milan. Moi j'avais fait un départ très tôt le matin, donc je pars sur les coups de 3 heures du mat, un truc comme ça. J'arrive à l'hôtel de Milan sur les coups de 7-8 heures du mat. Petit rayon de soleil très agréable, j'arrive là-bas, petit déjeuner, et là petit déjeuner français. Donc là, ça m'avait vraiment fait du bien parce que j'en avais marre de bouffer un peu la malbouffe attendez, je replace un peu voilà. La malbouffe des stations-service, etc. Et là, j'ai pu me remettre un peu bien. Il y avait tout, hein. Il y avait les viennoiseries, les jus de fruits, café, des œufs, bacon et compagnie. Il y avait tout. Il y en avait pour tout le monde. C'était vraiment top. Le mec qui nous a accueillis, le mec de l'hôtel qui nous a accueillis était vraiment au taquet. Il nous a vraiment mis bien. Théo, lui, avait dormi dans une petite pièce. J'avais cru comprendre que c'était une salle de musculation qui avait été réaménagée pour l'occasion de la transcontinentale. On a un mini dortoir, etc. Ils étaient quelques-uns à avoir dormi ici, et ça avait l'air d'être super cosy, super cool à pioncer ici plutôt que dehors dans la vallée où j'ai dormi. Enfin, avec Théo, on quitte le checkpoint 4. On était vraiment bien à ce moment-là, etc. On commence un peu à se poser des questions. Ouais, qu'est-ce que tu penses de la fin de la course, comment on l'aborde, etc. Et on se dit, on commence à voir pointer un peu le top 10, et on se dit, à ton avis, est-ce que c'est possible, etc. Et moi, d'expérience, je sais que c'est possible et tout. Je me suis dit, c'est possible, mais ça va être dur, quoi. Il va falloir pousser fort longtemps, hein, et c'était cool parce que ça remettait un peu du challenge dans l'idée de rouler vite, là, pas juste de rouler endurance, mais dans l'idée de rouler vite et efficace. Et donc on quitte le CP4 en direction donc du finish, et on tartine, je crois le premier jour on tartine 420 bornes. On a encore tous les deux on a des parcours différents, mais on a des points de chute qui sont identiques. Donc le premier c'était, je crois, la ville de Moulins, si je me trompe pas. Ouais, c'était ça, la ville de Moulins. Donc voilà, on a fait chacun notre petit parcours, et on se retrouve à la ville de Moulins. Et bon, bah vas-y, puisqu'on est là tous les deux, on partage encore une chambre. Moi, ça m'arrange à chaque fois, hein. Je gagne pas des 100 et des 1000, donc voilà, limiter les dépenses d'hôtel, etc. C'est toujours un truc que je prends. Donc voilà, puis au-delà de ça, moi je trouve ça super cool que de partager des moments comme ça avec d'autres riders. Surtout quand on est à l'avant de la course, comme on n'en voit pas souvent, c'est plus difficile que de partager des moments, alors que quand on est
quand on est dans le peloton derrière, bon bah on en croise tous les jours des riders et on en croise tout le temps et on peut échanger, discuter, etc. C'est un petit truc, un petit plus que de pouvoir partager avec les autres, puisque ça, je pense que moi je le prends un peu comme ça, c'est que ça fait un peu partie de la course, l'esprit de la course qui est donc de d'ouvrir la course à tout le monde, de partager, etc. Donc voilà, je suis avec Théo, on est à Moulins et encore une fois on partage une chambre, c'est toujours sympa. Ouais, il y avait c'était un Formule 1, il y avait un petit distributeur, à deux, on a vidé le distributeur. On a vidé le distributeur à deux, il y avait de la bouffe, donc des plats à cuisiner, etc. On a bouffé sur place. Voilà, c'était un arrêt simple et efficace. On s'arrête, on paye, et on dort, quoi. On bouffe, on dort et on se casse, quoi. C'était simple et efficace. Lendemain, on repart et là, on a traversé donc une partie je suis passé, je crois, côté nord du Massif Central. C'était un peu plus fatigant et je l'ai ressenti puisque à la fin de cette journée-là, je crois que je fais 380 alors que la veille j'ai fait 420 si je me trompe pas. 380 et j'étais rincé comme pas possible et j'ai pas atteint la ville où je voulais vraiment m'arrêter, voire même j'ai envisagé le fait de faire la nuit blanche, mais j'étais vraiment trop claqué. Donc je vois à un moment une petite maison abandonnée, je mets un coup de pied dans la porte elle vole, je rentre dedans, la maison était abandonnée, mais il y avait encore les rideaux, il y avait une machine à laver, etc. J'ai dit, bon, vas-y, ça a l'air d'être l'endroit nickel pour se poser. Je pose mon matelas, je pose mon sac de couchage, je ferme la porte, je ferme les rideaux, c'est bon, là on est bien. Et le lendemain matin, par contre, ça a été très, très, très dur. J'avais fait des stories Instagram et ça avait vraiment été difficile de se réveiller. Je prévoyais de faire une nuit de 4 heures, 3-4 heures. Et au final, j'ai fait 7-8 heures c'est une nuit de 7-8 heures. Le matin, j'avais pas la motivation de remonter sur le vélo et l'objectif de top 10, là, à ce moment-là, je l'avais abandonné. Je me suis dit, Stéphane, c'est bon, c'est fini. Top 10, allez, surtout quand au fur et à mesure de relancer l'alarme une heure plus tard, etc. Je vois les mecs qui s'en va, etc. Et donc, Théo m'avait mis, je crois, un tir de 80 km. Il y avait un autre mec également. On était 3-4 à jouer. On était 3-4 à jouer le top 10 et parmi les 3-4, il y en aurait un seul qui finirait 11e, quoi. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, Stéphane, accepte la fatalité, tu finiras 11e, c'est comme ça, voilà, passe à la suite. Je finis par partir sur les coups de 7 heures du matin, 8 heures du matin. Et là, je roule à mon petit rythme, il y a une petite pluie qui m'agace encore une fois. Donc là, vraiment au niveau moral, je suis vraiment à zéro. Je me dis pas, je vais abandonner la course. Je me dis, bon, je peux finir, mais l'objectif de top 10, qui était pour moi un objectif de départ, et qui était entre guillemets le minimum que je me fixais, bon bah je me dis voilà, c'est fini, tu as perdu cet objectif. Et au fur et à mesure de la journée, voilà, je décide de rouler à mon rythme, etc. Mais ce que je me rends compte en suivant le tracker, c'est que le mec qui était donc en 10e position et moi j'étais en 11e, euh, le mec qui est en 10e position, bah il ralentit et petit à petit je le rattrape. Et là je me dis, attends Stéphane, il y a peut-être au fur et à mesure, je me dis, il y a peut-être un truc à jouer. Vas-y, continue à pédaler, reste efficace au moins, tu vois. Donc même sans appuyer fort, reste efficace, quoi. Et je finis par appuyer sur les pédales petit à petit, etc. Et je vois que je rattrape le 10e concurrent. Et je me dis, là, Stéphane, il y a un truc à jouer. Il y a possibilité d'entrer dans le top 10, mais il va falloir que tu t'arraches. Et donc, le mec était quand j'étais parti le matin, il était peut-être à 60, 70 km, quelque chose comme ça. Et je fais, bon, vas-y. Et quand j'arrive à hauteur des 30, 40 km, je me dis, bon, Stéphane, là, c'est bon. On plie le truc, on y va à fond. On va jusqu'à l'arrivée. Et là, je décide d'attaquer toutes les côtes. Je me mets debout sur les pédales, etc. J'y vais. Je mouline et tout. J'y vais à fond. Là, je me donne sur chaque côte. J'y vais, j'y vais, j'y vais. J'attaque encore et encore. Et à un moment, je vois que, justement, le 10e finit par faire une pause prolongée, etc. dans la ville qui était je sais plus laquelle.
Et je le vois faire une pause prolongée, et moi, je vois mon parcours, je vois que lui, il fait une sorte de petit détour, alors qu'il y avait un chemin plus rapide, et je me dis, Stéphane, là, c'est le moment. Là, c'est le move de la course, c'est maintenant, si tu veux rentrer dans le top 10. Et là, je décide, je fais une mini pause, vraiment, non, je m'arrête dans une boulangerie, je prends à bouffer, etc. J'engloutis, je crois, une barre de pizza, etc. Et là, je rattaque direct. Et là, je rattrape, peut-être le mec s'était arrêté. Donc le mec avait fait une pause prolongée parce que son tracker s'était arrêté de communiquer. Alors, je crois quand tu fais une pause de plus d'une heure sur une demi-heure, une heure. Moi j'avais fait genre peut-être 10 minutes maximum. Je suis reparti. Là j'ai attaqué. Donc c'est ces petites choses là qui font que voilà on rattrape du temps sur les autres riders. J'y vais, j'attaque et je continue jusqu'à arriver au finish et lorsque j'aborde le parcours finish, il commence à pleuvoir, etc. Et d'ailleurs, il y avait deux Bretons qui étaient là sur le parcours, qui m'ont salué. Il fait ouais, vas-y Stéphane et tout. Il pleuvait, tu vois. Et les gens, putain, vous sortez dehors, il pleut, etc. Et je leur ai dit ouais, mais vous êtes vraiment Bretons, quoi. Sortir quand il pleut, ça vous fait vraiment rien, quoi. Alors que moi, justement, plus il pleut, plus je voulais accélérer pour arriver vite, quoi. Et j'étais bien content parce que ceux qui ont mis plus de temps que moi, derrière, ils ont pris la sauce. Et le lendemain également, ils ont pris la tempête. Et j'étais bien content d'être arrivé, quoi. Donc je me donne à fond jusqu'au finish. Je galère à trouver l'arrivée. C'est, je sais pas pourquoi. L'arrivée a été changée au dernier moment. J'avais pas mis sur mon GPS, etc. Donc j'arrive sur la place qui est au bord de mer, etc. Après avoir traversé le pont là. J'arrive sur cette place-là et je cherche et tout. Il n'y a pas un vélo, il y a personne. Je me dis, mais attends, mais c'est où l'arrivée et tout? Donc, je sors mon téléphone, hop, je vérifie le truc et tout. Et je vois que c'est dans une auberge, mais l'auberge est un peu planquée. Donc, je cherche où est cette auberge et tout. Je finis par arriver. En fait, je me rends compte qu'apparemment, je suis rentré par l'entrée de service, quoi, l'entrée de derrière, quoi. Et j'arrive dans ce truc-là et je suis content d'être arrivé, quoi. Donc, il y avait Théo qui m'attendait. C'était super cool de sa part. Il y avait ma mère que je salue, que j'embrasse très fort, que j'aime. Et c'était vraiment cool que d'arriver. J'étais vraiment content des 3 derniers jours que j'avais fait, d'avoir poussé vraiment très fort sur les 3 derniers jours, donc à 400 km de moyenne. J'étais, j'étais super content. J'avais fait un super finish alors que le début de la course, et je pense que c'est l'un des problèmes que j'ai, qui est récurrent sur quasiment toutes mes courses, c'est que mes premiers jours de course sont toujours abominables, atroces. Je rentre dans la course d'une très mauvaise manière, souvent en problème d'hydratation, d'alimentation. On en reparlera sur la prochaine vidéo concernant l'Atlas Mountain Race. Enfin voilà, et j'étais super content et pour le coup après il fallait que je prépare donc la Silk Road Mountain Race. Je ferai pas une vidéo dessus puisque j'ai pas grand chose à raconter, j'ai abandonné au bout de 2 jours. Donc voilà, donc juste pour vous dire que voilà donc que je suis resté très peu de temps au finish. Je suis pas resté à la finisher party alors que d'habitude je le fais. Je regrette un peu, mais bon voilà c'est comme ça. J'ai fait des choix, je les assume et voilà donc je suis rentré chez moi et le lendemain et j'ai vu moi j'étais en voiture donc et je voyais des mecs je croisais le chemin de participants qui se dirigeaient en direction du finish et les mecs ils prenaient une sauce mais monstrueuse, monumentale, etc. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'abandon ce jour-là. Donc voilà, c'est la météo, c'est un petit truc, faut toujours faire attention, essayer de calculer un peu quelle distance on va parcourir pour essayer de passer dans des petites fenêtres qui ont une météo favorable et de manière à éviter de se mettre minable juste à cause de la météo, quoi. Donc voilà. Donc c'était la dernière partie de ma dernière vidéo concernant la Transcontinentale 07, pour dire également que je ne participerai pas à la Transcontinentale 8. J'ai fait 5 Transcontinentales. Je pense en avoir fait le tour. Il y a beaucoup de choses enfin qui me plaisent un peu moins par rapport à ce que j'appréciais dans la course lorsque j'ai commencé ma toute première Transcontinentale. Donc les choses ont évolué. En l'occurrence, il y a eu la mort de Mike, voilà. Et c'est aujourd'hui, je me retrouve un peu moins dans les transcontinentales, donc j'ai besoin de voir aussi autre chose. C'est quelque chose qui est important pour garder un peu la motivation.
j'ai pas envie de me retrouver à haïr le vélo, ou juste à sortir et à me retrouver à détester, souffrir sur le vélo comme, sur les transcontinentales. Donc voilà, j'ai un peu besoin de changer d'air et voilà. Donc je me suis, par la suite, bah, donc j'ai fait la Silk Road que j'ai abandonné au bout de 2 jours parce que j'étais mal en point en fait après la transcontinentale et ma prochaine vidéo que je ferai concernera, l'Atlas Mountain Race, et je vous souhaite donc à très bientôt. Ciao.